bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT. War Games. Salut les smarts et salut les marks, vous écoutez Catch Up, le podcast qui transpire le catch, même en confinement, même en déconfinement, quelle que soit la saison, le temps de l'année, nous sommes là, parfois avec un peu de retard, ce qui est le cas de cette review, mais forcément, circonstances particulières, il faut qu'on s'ajuste et qu'on s'adapte. Donc toutes les semaines pour vous, on regarde, on résume, on analyse les shows de la WWE, mais pas que, puisqu'aujourd'hui on parle de All Elite Wrestling versus NXT, c'est la baston du mercredi. Donc faites comme Chris Jericho le champion et sortez la batte de baseball, ça va saigner. Je suis l'amiral Armba et pour cette review, eh bien cette baston, je suis tout seul puisqu'on n'a pas réussi à s'accorder nos violons et nos agendas avec Tonton Chris, donc du coup je vous fais une petite review un peu spéciale où vous entendrez que mon avis, hein, et c'est tout, il faudra s'en satisfaire, c'est comme ça, j'irai un peu vite pour pas que ça dure 3 plombes et demi. Comme d'habitude on commence, petit point sur les audimates américains. Cette semaine, les deux shows ont perdu pas mal de spectateurs. NXT a perdu 60 000 spectateurs pour la semaine dernière. Du côté de Elite Wrestling, c'est un peu plus lourd, c'est 80 000. Elite garde encore l'avantage avec 654 000 spectateurs sur TNT Network. Et NXT est à 604 000. Donc voilà, ça fluctue encore dans cette période toujours très compliquée, notamment aux États-Unis. Petite avance toujours conservée du côté de la All Elite, mais rien n'est joué. La semaine dernière avec Chris, on avait dit que c'était Dynamite qui était le meilleur show, donc comme d'habitude, honneur au vainqueur. Cette semaine, on va commencer directement dans de lourd, puisque c'est Jake the Snake Roberts qui débarque avec Lance Archer. Les deux, bien sûr, vont trash-talker la planète entière, principalement Cody et Brandi, en disant que c'est un monde de mecs et que la place des femmes, c'est à la cuisine et pas dans le ring. Et pendant qu'il continue à trash-talker et à teaser Cody, on entend un bruit de moteur qui rugit dans le Daily's Place en Floride. Et on voit donc une espèce de monster truck tout noir conduit par Cody qui est en chemise, en veston, mais a les poings qui sont bandés, prêts à la bagarre. Ça tombe bien puisque c'est la baston du mercredi. Et donc Cody fonce vers le ring, enfin fonce pas trop vite parce qu'il y a des barrières de sécurité, il en renverse 2-3, voire juste une ou deux. Non, c'était un peu cheapos, je sais pas ce que vous en avez pensé de ce... J'aurais pu faire un truc un peu plus bim badaboum, Michael Bay, ça explose, je sais pas, moi je voulais un truc un peu plus féroce que ça, c'était un peu lame comme on dit aux US. Donc dans tous les cas, Cody sort et fonce vers Lance Archer qui vient à sa rencontre, ça tombe bien, forcément ça se bastonne à l'extérieur, ça revient vers l'intérieur, Archer essaie de placer son Black Hat, son finisher sur Cody qui s'en dégage, pareil pour son Crossroads, bref, balle au centre, Jake the Snake Roberts dit à Lance Archer, à son client, écoute, c'est pas le moment, on garde ça pour le pay-per-view, on combat pas gratos. Donc voilà, un petit segment d'ouverture pour toujours hit up cette rivalité qui a pas forcément besoin, surtout que là, comme je disais, ça manquait un peu de moyens pour qu'on y croie vraiment à ce côté rageux de la route de Cody Rhodes. Après voilà, la rivalité elle est quand même bien foutue et bien ficelée, donc il n'y a pas vraiment besoin d'en rajouter de trop. Voilà, j'aurais préféré personnellement d'entendre une promo un peu plus longue de Roberts qui nous a donné vraiment de très 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 bons trucs ces derniers mois au micro. Bon, c'est pas grave, on passe avec l'opener en termes de match qui, comme d'habitude, depuis plusieurs semaines à la All Elite Wrestling, ce qui fait notamment qu'elle a notre faveur en général, Tonton Chris, c'est qu'on a des matchs qui durent, et là c'est un tag team match qui a duré 11 minutes entre les Best Friends, Chuck Taylor et Trent, contre représentant le Jurassic Express, Jungle Boy et le Luchasaurus. Bien sûr, il y aura eu Marco Stunt et Orange Cassidy d'un côté de l'autre aux abords du ring, donc un solide match, 11 minutes avec une victoire à la fin suite à un terrible awful waffle de Taylor sur Jungle Boy pour la victoire. Les Best Friends restent
assez costaud hein, dans la title picture des tag teams en ce moment. D'ailleurs, on apprendra un peu plus tard que dans le buy-in, donc le pré-show du Double or Nothing, le prochain pay-per-view fin du mois, hein, dans 10 jours, grosso modo, un peu moins, eh bien, il y aura un match Best Friends contre Private Party et les vainqueurs de ce match auront un title shot contre les champions en titre qui sont toujours Kenny Omega et Edman Page. On aura eu aussi quelqu'un qui sera émissé dans ce match, c'est Rey Fenix, des Lucha Brothers ou du Death Triangle, hein, qui a beaucoup d'allégeance, qui a débarqué tout simplement pour décapiter avec un coup de pied Orange Cassidy, out of nowhere. MJF aussi sera intervenu, hein, donc MJF toujours aux abords du ring, qui aura fait des misères à Jungle Boy, puisque évidemment il y a un match entre les deux pour Double or Nothing et l'intervention de ce cher Rey Fenix, hein, son retour a dû faire très 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 plaisir à Tonton Chris qui est gros fan des Lucha Brothers. Et bien tout ça est pour nous utiliser des rivalités dans le match de l'échelle, puisqu'on aura donc un casino ladder match lors de Double or Nothing, et parmi les différents concurrents de ce match, il y a Rey Fenix et aussi Orange Cassidy. Donc voilà, bon match, moi j'aime bien les matchs tag team, hein, comme ça, la Elite, je suis plutôt fan. On aura ensuite un autre match assez costaud qui durera lui aussi 11 minutes, et c'est un match pour la division féminine, un Fatal 4-Way entre Penelope Ford, Britt Baker, Hikaru Shida et Chris Statlander. Et là franchement, on critique la division féminine à juste titre, hein, pour le coup de Dynamite, et bien des matchs comme ça fait plaisir à voir. Alors effectivement, c'est quasiment un peu toute la division féminine qui était sérieuse, on va dire, qui était sur ce ring, mais franchement c'était un match très cool, notamment le finish que j'ai bien aimé, où on a Hikaru Shida qui sera donc plus ou moins en duel à ce moment-là contre Penelope Ford. Il fera son gros running knee strike pour la victoire, alors qu'à l'extérieur, eh bien, ça chauffe entre la dentiste Britt Baker et l'extraterrestre Chris Statlander, puisqu'on voit donc pendant que Shida faisait tomber et gagner le match, eh bien, Britt Baker avait mis Chris Statlander dans sa prise de soumission, la lockjaw, donc main gantée directement dans la bouche, en train de détruire le nerf mandibulaire de l'extraterrestre. D'ailleurs, c'est presque à se demander, est-ce que en tant qu'extraterrestre, Chris Statlander est foutu pareil? Est-ce qu'elle a bien le nerf au même endroit que les humains? On ne sait pas, mais a priori oui, puisqu'elle avait l'air en grande souffrance. Et on nous annonce suite à ça que Chris Statlander contre Britt Baker sera à l'affiche de Double or Nothing. Donc c'est bien, pour le prochain pay-per-view, on aura 2 matchs féminins dans la carte principale, puisqu'il y aura bien sûr le match pour le titre entre Hikaru Shida et la championne Nyla Rose. Justement, Nyla Rose vient un peu plus tard féliciter Hikaru Shida, qui était au micro interviewé, qui disait bah voilà, moi j'ai qu'une chose à faire, c'est battre Nyla pour gagner le titre. Donc Nyla Rose, hein, plutôt bonne sportive comme on la connaît évidemment, viendra féliciter Hikaru Shida et dira oh, au fait, t'as paumé un truc, t'as perdu un truc, je l'ai retrouvé, je suis venu te le ramener. Et là, elle montre donc le kendo stick que Shida a avec elle tout le temps. Et bien sûr, Nyla Rose va pas lui rendre gentiment, non, il lui faut un gros coup de kendo stick dans la gueule, sur la tête même. Et donc elle dira j'ai trouvé ton kendo stick, bitch. Donc voilà, comme elle sait bien le faire, Nyla Rose, ponctuer les phrases avec un bitch tonitruant. Voilà, ça donne effectivement, moi j'aime bien cette dynamique de championne assez dominante et très méprisante pour là, c'est une bonne heel comme on aime, ça marche bien avec sa stature. Voilà, son absence, on l'a payé pendant le confinement, là elle revient pour mettre en place ce match à Double or Nothing, ça peut être assez cool. On a ensuite un petit segment avec Pineapple Pete, vous savez, ce mec Serge D qui était à peu près inconnu de toute la cachosphère, qui depuis, grâce à Chris Jericho et ses commentaires pendant quelques semaines, a réussi à le rendre célèbre. Donc Pineapple Pete, on apprend, il a un match donc ce soir, hein, effectivement, contre le champion. Voilà, personne ne connaissait son nom avant, maintenant tout le monde connaît Pineapple Pete. Et au début, il a pris ça pour une insulte, mais en fait, il trouve ça super cool parce que maintenant, effectivement, les gens connaissent son nom et voilà, il est en train de danser sous sa musique un peu à la Noé Rossé. Donc le match est pour plus tard. On a un autre match, la tag team entre Kenny Omega et Matt Hardy, qui la semaine dernière, il y a 2 semaines, avait perdu contre l'Inner Circle.
contre les Sex Gods. Et là, cette semaine, eh bien, ils ont un match de 18 minutes contre Ortiz et Santana. Et ma foi, 18 minutes qui était vraiment, vraiment cool. La bonne tag team action qui a bien, à mon sens, marché pour masquer les faiblesses dans le ring de Matt Hardy. C'est sûr qu'à côté d'un Kenny Omega, d'un Santana et Ortiz, et bien forcément Matt il est un peu en mode diesel qui démarre et qui ne passera jamais vraiment la seconde, mais ils ont réussi effectivement à faire des trucs qui ont masqué ça, notamment Santana et Ortiz qui ont donné du leurre durant ce match qui était vraiment très cool. On a une petite intervention de Sammy Guevara qui est arrivé vendant le fait qu'il soit fait renverser la semaine dernière dans ce match dont je vous parlais, par la voiture de golf qui était conduite par Matt Hardy et Kenny Omega. Donc il est arrivé lent comme jamais avec une grosse minerve, il est arrivé avec une chaise, il a rien pu faire puisque forcément il s'est fait intercepter et notamment s'est fait mettre un twist of fate de la part de Matt, et donc c'est Matt qui fera lui aussi un twist of fate sur Ortiz après un V-trigger d'Omega, donc pour la victoire des Elites cette semaine, contrairement à la semaine dernière. On passe backstage où là il y a Taz qui est en train de parler avec Darby Allin et qui s'excuse de toujours ramener lors des interviews le fait que Darby il a perdu face à Cody, sauf qu'il est encore en train de faire ça, Taz. Et il lui dit écoute pourtant Cody t'a vaincu avec un simple geste classique, vraiment b.a.-ba de wrestling, de catch scolaire, donc moi je peux te coacher. Et Darby lui dit bah non écoute, t'en sais rien, moi aussi j'ai fait du amateur wrestling, et puis il s'en va. Darby un peu comme un ado vexé, Taz essaie de recoller les morceaux. Est-ce que tout ceci pour mettre en place une espèce de coaching de Darby Allin? Si c'est le cas, moi je suis pas très fan, ça va pas trop à son personnage, je vois plus en loup solitaire justement Darby Allin, ça toucherait un peu à sa mystique qui serait dommage. Donc bon, on va voir ce qu'ils vont en faire. Voilà, c'est un catcheur que j'aime bien, comme vous le savez si vous écoutez la baston de mercredi, donc s'il vous plaît ne le mettez pas Taz, même si j'aime bien les analyses techniques de Taz dans ces petites vidéos, on n'a pas eu cette semaine, dommage. On passe là à un match très court, contrairement aux autres, 2 minutes 45, c'est MJF qui va squasher Lee Johnson en le faisant abandonner sur son Fujiwara armbar. MJF évidemment, il va surtout plus trash-talker après en me disant qu'il va affronter la semaine dernière un gars qui avait un contrat pour un match la semaine prochaine avec pas d'adversaire. MJF, Grand Prince, il a mis son nom dessus, et c'est le petit Marco Stunt du Jurassic Express, donc un pote forcément de Jungle Boy, qui va se faire balancer dans tout le ring par MJF, peut-être par Wardlow, on verra bien. Donc ça pour continuer à construire le match pour Double or Nothing. C'est le moment d'arriver à un autre squash. Et oui, même plus court celui-ci, à peine plus d'une minute, 1 minute 05, puisque c'est Jericho, accompagné de tout son crew, tout son posse, l'Inner Circle, contre Pineapple Pete. Jericho ramène un t-shirt Pineapple Pete, et donc il a suffi d'un Judas Effect pour vaincre, comme nous dira Chris Jericho. Maintenant que la menace de Pineapple Pete est vaincue, il est temps de se recentrer sur The Elite contre Inner Circle. Jericho se demande où il est Adam Page, où sont les Young Bucks, Inner Circle. Voilà, nous on écrit l'histoire chaque semaine, on est là. Et si vous pensez que la semaine dernière le match Falcon Anywhere contre Matt Hardy et Omega contre les Sex Gods, c'était du grand moment, attendez de voir sa proposition. Jericho il propose un truc simple pour Double or Nothing, The Elite versus Inner Circle dans le premier Stadium Stampede match. Donc du coup, en gros, qu'est-ce que c'est? Ça semble être un match qui aura lieu dans le stade de football des Jaguars, qui est à côté du Daily Place, donc un stade de football américain, un endroit géant, et ça se passerait, on imagine, en mode street fight, no disqualification, bref, tout peut arriver, du grand n'importe quoi. Donc voilà, Jericho il dit, on veut la réponse, et c'est Vanguard One qui vient la donner. Et donc on voit par l'écran de Vanguard, il y a marqué « We accept », nous acceptons, l'élite accepte. Très bien, Jericho est aux anges, il demande d'ailleurs, il en profite, Vanguard, est-ce que je vois que tu as rapporté mon t-shirt? Effectivement, Vanguard One, il a son petit t-shirt Inner Circle, qu'il avait volé, ce fourbe, à Chris Jericho, qui lui avait proposé de rejoindre Inner Circle. Donc voilà, est-ce que finalement tu as changé d'avis, Vanguard?
Attends, pas la peine de me répondre, puisqu'en fait, on a déjà notre 6e membre au Inner Circle, on a Floyd. Et là, on remarque Floyd, c'est la batte de baseball de Chris Jericho. Et Chris Jericho envoie un gros coup de batte de baseball sur Vanguard One, et tout l'Inner Circle va piétiner, va faire des tombées de coude, que sais-je, avant de Vanguard One qui part en morceaux et en pièces, et c'est un Matt Hardy complètement dévasté, qui vient ramasser littéralement les morceaux d'un de ses plus proches amis. Voilà, moi j'ai envie de faire une minute de silence pour Vanguard One, car pour ceux qui ont connu le Broken Universe, c'est un personnage récurrent important, et voilà, j'espère réellement que The Elite va venger Vanguard One. Adieu, artiste. Non, la minute de silence c'est trop long, juste ce petit hommage suffira. Donc voilà, gros match entre The Elite et Inner Circle. Ce sera pas le Blood and Guts qui forcément, leur façon de faire Wargames, qui forcément sera faite avec, je pense, du public. Pas maintenant, ce serait dommage de faire un match comme ça qui serait complètement ouf en arène vide. Donc le Stadium Stampede, peut-être qu'ils vont faire un truc assez cinématique avec plein d'endroits. Ça peut être cool à voir ce qu'ils vont faire. Ça peut être autant un truc gaguesque, fun, que un truc chiant et long, ou alors un truc génial. Bah, on verra bien. Il n'y aura qu'une façon de le savoir, c'est de regarder Double or Nothing. Après aussi la question, ce qui se pose, c'est comme Cody est impliqué dans un match pour le titre TNT Championship contre Lance Archer, on le voit mal faire double duty, même si le pay-per-view s'appelle Double or Nothing, et qu'on sait que Cody aime bien mouiller la chemise. Donc pourquoi pas un retour de Nick Jackson, qui à la base devait être remplacé par Matt Hardy, et bien du coup peut-être que Matt finalement va remplacer Cody pour que celui-ci se concentre sur son match de titre, et que les autres puissent être suffisamment nombreux pour affronter The Inner Circle. Ça peut être cool. D'ailleurs, parlant du TNT Championship match entre Cody et Lance Archer, on nous annonce que c'est ni plus ni moins que Mike Tyson, très grand champion de boxe américaine, qui sera là pour présenter la ceinture, comme à l'époque, c'était Bret Hart qui avait présenté et révélé, pas à la caméra, parce qu'il avait loupé, mais au monde, le AEW Championship. Et bien là, du coup, c'est Mike Tyson. Donc, gros coup, forcément, gros coup de pub. Mike Tyson, c'est quelqu'un d'ultra ultra mainstream, donc ça va attirer l'attention. On avait déjà vu Mike Tyson du côté de la WWE il y a des années, notamment avec DX et tout ça. Donc, du coup, bah voilà, un gros coup de pub pour la All Elite, qui réussit à les mettre, à faire là aussi un petit peu le buzz. Donc à voir, est-ce que ça sera vraiment intéressant pour eux ou pas. Est-ce que Mike Tyson va donner un coup de poing et mettre KO quelqu'un? On peut imaginer un Lance Archer qui essaie de chauffer Iron Mike Tyson, qui va se manger une volée de phalange. Et bien là aussi, pour savoir, il faudra regarder Double or Nothing. Et c'est le temps du main event déjà, où là c'est un match qui est annoncé depuis la semaine dernière, là aussi, l'Exalted One, leader du Dark Order, Monsieur Brody Lee, pardon, sinon je vais me faire taper, je vais me faire tabasser, contre le Fallen Angel, membre des SCU, Christopher Daniels. Donc un match qui aura duré bien 12 minutes 40, mais la longueur s'explique par le fait qu'un membre Brody Lee était en domination pendant quasiment tout le match, et était occupé à narguer les compères de Social Sword de Christopher Daniels, puisque Frankie Kazarian et Scorpio Sky étaient pas loin. Forcément, et bien Brody Lee les nargue, il montre bien qu'il est en domination. Donc voilà, il y a en plus les Creepers, les numéros 10 et autres followers du Dark Order qui sont là, qui essaient de distraire, de tricher. Donc ça part forcément en sucette au bord du ring, avec notamment numéro 10 qui fera valoir sa présence, mais tout ceci aboutira nécessairement à la victoire avec une grosse powerbomb et un discus lariat de la part de Monsieur Brody Lee. Victoire 1-2-3 contre Christopher Daniels. Et donc Brody Lee, qui se fait annoncer en début, en fin de match, comme étant le champion de l'All Elite Wrestling autoproclamé. Eh bien, il y aura le vrai champion, titré, même qui est sans ceinture, puisque Brody Lee l'a volé la semaine dernière et la garde toujours. C'est Jon Moxley qui débarque, qui essaie de récupérer son titre, mais Monsieur Brody Lee
s'empare avec, bien sûr, en laissant derrière lui une armée de suiveurs Dark Order qui seront du menu fretin pour Jon Moxley qui leur collera différents paradigm shift et autres coups dans la gueule. Moxley qui dira bah ouais si tu crois Brody que le AEW World Championship c'est juste une pièce de métal, eh bien tu te trompes, tu verras qu'à Double or Nothing eh bien ta carrière en fait elle sera terminée avant même d'avoir commencé. Donc voilà qui conclut le show. Moi j'ai bien aimé cet épisode de Dynamite parce que ça m'a donné encore plus envie de voir Double or Nothing. Il y a plusieurs trucs qui le construisent. La carte féminine avec du coup cet ajout de match entre Britt Baker et Chris Statlander. Le match, la rivalité entre Hikaru Shida et Nyla Rose qui maintenant devient un match sans disqualification aussi entre les deux. Ça, je trouve ça pas mal parce que ça permettrait de pouvoir faire conserver Nyla Rose sans que Hikaru Shida paraisse faible. Parce que voilà, Nyla Rose a trouvé un moyen avec cette stipulation qui a priori l'avantage de faire quelque chose parce qu'on aura un match un peu hardcore entre les deux avec du kendo stick évidemment. Le truc avec le Stampede match entre Easy Elite et Inner Circle, c'est cool que ça continue, ça reprenne cette rivalité qui a été mise un peu en suspens à cause du Corona Mania. Non, bref, des trucs cool. Le retour à Phoenix, moi j'ai bien aimé ce Dynamite avec encore une fois des matchs assez longs pour qu'on en ait à 100 mètres, que notre besoin, notre appétit de catchesque soit rassasié. Donc voilà, on passe du côté de la WWE avec NXT, où là on commence le show avec aussi un match tag team, comme du côté de la Elite, avec aussi un match qui fait ses 11 minutes, et c'est un match pour les titres, décidément chez NXT chaque semaine depuis 3 semaines on défend les titres, là donc c'est titres tag team qui sont aux mains de Matt Riddle et Timothy Thatcher, toujours le remplaçant de Pete Dunne, contre Bartel et Ackner, donc Imperium. Et donc un match assez long, mais un match qui, au bout d'un moment, sera limite un match handicap, puisqu'il y aura eu, clairement depuis le début de ce match, même avant que le match commence, dès qu'ils sont arrivés, on voyait qu'il y avait un truc qui clochait entre Matt Riddle et Timothy Thatcher. Ce dernier faisait la tronche à tout, ne rigolait à rien. Vraiment, on avait l'impression que Matt Riddle lui tapait sur le système et c'est ce qui va s'avérer. À un moment donné, Thatcher voudra faire le tag, mais Matt Riddle ne sera pas dans le coin puisqu'il sera occupé à l'extérieur par l'autre membre du Imperium, ce qui énervera Thatcher. À un moment donné, Matt Riddle essaie de faire le tag qui est dans le ring, il n'y arrive pas et fait un tour de boulet qui envoie son adversaire de l'Imperium dans le coin, et donc du coup Timothy Thatcher se prend plein fouet à un membre d'Imperium envoyé par Matt Riddle et il le prend mal, si bien que mon nez Thatcher se casse, dit c'est bon, j'en ai marre de toi, j'en ai marre de ta gueule, je veux plus te voir. Et donc forcément que voulez-vous, Matt Riddle, il a beau être le roi des bros, il ne peut rien faire face aux deux Européens qui donc récupèrent les ceintures NXT Tag Team Champion, donc eux qui ont été champions UK deviennent maintenant champions du côté de NXT US. C'est pas mal, je trouve que plutôt que de laisser ce duo dysfonctionnel entre Thatcher et Matt Riddle, même si on a vu que le duo dysfonctionnel entre Matt Riddle et Pete Dunne marchait bien, là c'était peut-être pas le cas. C'est bien, ils ont pas attendu 3-4 semaines avant de nous vendre cette issue qui paraissait assez évidente. Donc on change les champions, ça peut redonner de chouettes trucs. Peut-être qu'on peut imaginer aussi les Undisputed Era qui vont faire une petite rivalité contre l'Imperium. Ça serait plutôt cool à voir ça comme truc. Donc voilà, pas mécontent de voir ce changement, surtout que ça va donner du reste pour la suite de l'épisode, puisqu'il y aura des segments backstage où Thatcher sera interviewé, Matt Riddle qui débarquera, demandera des comptes à Thatcher. Ça finira bien sûr en petite baston où ils se font séparer par tout le staff. Un peu plus tard, Matt Riddle sera sur son iPad en conversation ou en vidéo préenregistrée, on ne sait pas trop, avec le general manager, William Regal, qui lui confirmera qu'il va avoir ce soir le match qu'il veut. Donc main event ce soir, Matt Riddle contre Timothy Thatcher en 1 contre 1. On perd pas de temps, Ils ont commencé le show en étant champion tag team avec un match pour le titre, et bien ils finissent le show en se mettant sur la gueule l'un sur l'autre. Au moins, encore une fois, comme je le dis,
ça a le bon goût de pas traîner sur la longueur, ce qui n'aurait pas forcément été intéressant, même si on peut dire c'est un peu rushé. Bon ben voilà, en ce moment c'est pas du luxe de rusher, donc voilà, on en parlera de ce main event et bien du coup en fin de review. On a ensuite un match pour la division féminine entre Tegan Nox et Indy Hartwell. Indy Hartwell qu'on avait vu une ou deux fois faire un peu le... pas du job, mais du enhancement talent. Hein. Alors, un petit job ou squash, c'est vraiment, allez, on fait un match ultra éclair. Indy Hartwell, elle a eu quelques phases d'offense, donc voilà, clairement, elle est là pour revamper un peu la cote de Tegan Nox. Donc, un peu plus de 3 minutes de match. Tegan Nox qui gagne avec son Chinese Wizard. Voilà, bon, moi j'aime bien Tegan Nox. Effectivement, il y a eu beaucoup de trucs qui ont été investis à différentes époques sur elle, puisqu'on a de grands projets. Hein, on pense que Triple H a beaucoup de projets pour elle, mais c'est vrai qu'avec ses blessures, c'est un peu pas évident. Donc il faut lui faire engranger des victoires. C'est une formule qui marche toujours bien du côté des NXT. Donc elle est Tegan, un peu la Captain Marvel de NXT, vu ses fringues, qui bien sûr sont un hommage à cette super-héroïne. Voilà, j'aimerais bien qu'elle ait un gros match, surtout Tegan Nox, pour montrer un peu ce qu'elle sait faire. Moi, je l'ai beaucoup kiffé quand elle avait été annoncée pour le Mae Young Classic. J'avais un peu regardé ce qu'elle faisait en indie du côté du Royaume-Uni. J'avais trouvé des vidéos qui étaient juste assez incroyables. J'ai jamais encore vu ça de sa part depuis qu'elle est NXT, donc je pense peut-être qu'il lui faut un gros match pour qu'elle retrouve cette maestria que j'avais découvert en indie. Donc on y croit encore, Tegan Nox, le projet Tegan Nox. Il y a encore un truc à faire si elle reste loin du banc des blessures, ce qu'on lui souhaite. Une qui est pas contente, eh bien, c'est Rhea Ripley qui fait une vidéo qui était plutôt bien fichue face caméra, hein, où bien sûr elle parlera de Charlotte Flair et de ce match à WrestleMania 36 qui ne s'est pas passé comme elle avait voulu. Voilà, Yoshirai, elle s'est plutôt bien battue la semaine dernière, mais elle n'a pas pu faire le boulot, elle n'a pas pu finir le boulot. En même temps, normal, hein, Yoshirai, si vous vous rappelez, elle a gagné le match par disqualification puisque Charlotte l'a frappé avec un kendo stick. Donc Yoshirai, elle ne pouvait pas faire plus qu'elle l'a fait. Moi, j'aime pas trop qu'on dise du mal de Yoshirai comme ça. Mais Rhea Ripley dit voilà, qu'elle n'a pas terminé avec Charlotte. Et elle citera Ric Flair, hein, évidemment. Ça ne fait que commencer. Donc voilà, bon, il y a très forte chance qu'on ait un match entre Yoshirai et Rhea Ripley, mais je pense et j'espère en fait que tout ça aboutira à un triple frite entre les trois, entre Charlotte, entre Rhea Ripley et Yoshirai pour la ceinture. Ça peut être vraiment très cool, puisque les deux ont une légitimité à ça. Rhea Ripley, elle peut avoir un rematch. Yoshirai, elle a gagné un match de titre par disqualification, puisque Charlotte a volontairement triché. Donc, Rhea Ripley et Yoshirai ont légitimité à avoir un match de championnat contre Charlotte. Donc, pourquoi pas une triple frite dans le prochain pay-per-view TakeOver d'NXT, puisque c'est annoncé ce soir par la DX, par Triple H et aussi Shawn Michaels et aussi Road Dogg. On va avoir un pay-per-view TakeOver. Donc TakeOver In Your House qui est annoncé. Donc du coup In Your House, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancien nom des pay-per-view WWE. À la base, les WWE avaient des pay-per-view qui étaient les gros 4 rendez-vous de l'année, WrestleMania, Survivor Series, SummerSlam, etc. Et les autres pay-per-view qui étaient mensuels, eh bien, ils les appelaient In Your House, avec une tagline derrière, par exemple In Your House, Backlash, etc. Sachant qu'à l'époque, ils faisaient des pay-per-view seulement de 2 heures, et les Big Four étaient des pay-per-view de 3 heures, mais la WCW qui commençait à faire des pay-per-view tous les mois, en faisait tous les mois de 3 heures, ce qui a poussé et contraint la WWE à aussi faire la pay-per-view de 3 heures, d'où l'histoire de pourquoi les pay-per-view comme Backlash, etc. Font 3 heures et pas seulement 2 heures. Et bien c'était pour répondre à la rivalité avec la WCW. Et donc In Your House revient. Donc un petit sketch entre les 3 DX qui disent voilà, c'est les 25 ans de In Your House, on espère que ce ne sera pas le même fiasco que les 25 ans Triple H à SmackDown, hein, n'est-ce pas? Le mois dernier, ce qu'on a fait avec Shawn Michaels, c'était nul. In Your House était aussi un moment où Road Dogg a eu un match, où Shawn Michaels a eu un match, ils disent mais toi Triple H aussi t'as eu un match à In Your House? Triple H fait non, bon on s'en fout, puisque Triple H a eu des défaites beaucoup à In Your House et ne souhaite pas en parler. Bref, tout ceci est de l'histoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le futur. Et donc, le futur, c'est le 7 juin.
Donc, TakeOver, NXT, In Your House, est-ce qu'ils vont faire des trucs un peu cinématiques comme on l'a vu durant cette période de Corona Mania, avec peut-être des faux settings d'appartements ou de maisons dans lesquelles les catcheurs vont se battre, on ne sait pas trop. Mais voilà, ça peut être cool. En plus, moi, le 8 juin, c'est mon anniv, donc le 8 juin, j'aurai un takeover à mater, ce qui est plutôt un bon cadeau. Merci la WWE. Donc on revient dans le ring, où là, écoutez, on a 2 matchs pour notre tournoi Cruiserweights. Le premier, c'est entre Tony Nese et Jack Atlas. Tony Nese a 0 victoire, 2 défaites. Jack Atlas, il a un partout, et donc un match qui durera quand même 5 minutes. Ce qui reste court pour ce tournoi, mais pas le plus court qu'on ait vu malheureusement. Et Jack Atlas arrivera à arracher la victoire avec son cartwheel DDT, donc cette espèce de roue qu'il fait sur les cordes, suivi d'un DDT, un slingshot DDT. Donc Jack Atlas 2-1, et après il fera une petite interview où il espérera que dans son groupe il y ait encore une égalité, parce qu'actuellement c'est Kushida qui a 2 victoires à 0 défaites, qui est le favori de son groupe, mais il y a Drake Maverick qui a son match contre lui. Si Drake Maverick gagne, ils seront 3 dans ce groupe à avoir 2 victoires et 1 défaite. Ce qui veut dire que Jack Atlas aurait encore une chance de pouvoir arriver à sortir gagnant de son groupe. Drake Maverick contre Kushida, que Drake Maverick gagne, moi j'y crois pas une seule seconde, à moins d'un overbooking de ouf, ou je ne sais pas ce qui se passe, Drake Maverick qui engage Dexter Lumis, ou un tueur à gages pour flinguer Kushida. Je vois pas comment Kushida pourrait perdre contre Drake Maverick. Voilà, il n'y a aucune chance, je pense, que ça arrive. L'autre match, j'avance un peu dans le show du tournoi, c'était donc pour l'autre groupe, Swerve, qui a une victoire et une défaite contre Jack Gallagher, qui lui aussi a 0 victoire et 2 défaites, un peu comme Tony Nese. Et Swerve est interviewé avant son match et dira que voilà, tout est encore possible pour lui, et que voilà, les losers qui n'ont pas réussi à avoir une victoire dans ce tournoi, c'est franchement la teon. Moi, si j'avais pas eu une seule victoire dans le tournoi, j'arrêterais le catch tout simplement. Des paroles qui plaisent pas à Tony Nese, qui se sent un peu concerné de ça et qui arrive et donc va forcément attaquer avant le début du match Swerve, au profit de Jack Gallagher tout content, qui lui aussi pouvait se sentir insulté par les paroles de Swerve, et tout ceci aboutira à la victoire de Jack Gallagher, qui aura donc une victoire et 2 défaites comme Swerve. Donc voilà, un match qui n'était pas très long, forcément dû la blessure de Swerve avant le début du match, 3 minutes 30. Encore une fois, je trouve un peu dommage que ce tournoi, on nous mette des matchs comme ceci très expéditifs. Il y avait moyen de pouvoir donner de l'antenne à ces gars Cruiserweights, de montrer un peu au niveau du catch ce qu'ils savent faire. Là, 3 minutes 30, 5 minutes, c'est pas la fête. Par contre, ceux pour qui c'est la fête, c'est Undisputed Era qui, malgré le confinement, refont une vidéo tous les 4. Alors, ils s'inspirent un petit peu, on peut dire, du Bubbly Bunch, mais là, c'est The Undisputed Bunch, où on a Undisputed Era qui font un conf call. Alors, il y a Adam Cole qui est chez lui avec son mur de jeux vidéo derrière, son fauteuil de gamer, son casque de streamer. Les autres, c'est un peu plus à la cool. Mais donc voilà, au fur et à mesure, les gars de Undisputed Era apparaissent donc dans la conversation. On apprend que Kyle O'Reilly serait soi-disant en train de tourner un film. C'est pour ça qu'il n'est pas là en ce moment. Voilà, c'est très esprit fraternité, université américaine, à faire le signe de main à la caméra comme des gros débiles, à sourire en faisant Et il parle forcément du business de la Undisputed Era, ce qui s'est passé, la victoire de Cole sur Dream, et par contre quand même l'intervention de Dexter Lumis qui a été quand même chantée gênante. Et là, ok, à 3, tout le monde désigne la personne qui va devoir s'occuper de Dexter Lumis, tout le monde désigne Roderick Strong, même lui, donc on aura bientôt un match très censément entre Roderick Strong et Dexter Lumis. Voilà, petit segment vidéo, moi j'ai bien aimé, parce que l'Undisputed Era qui font un peu comme ça les mecs cool mais un peu ringards, un peu universitaires américains, j'aime bien, ça colle bien à leur personnage. Je trouve ça cool, vraiment. Moi, j'adore quand ils font ça. Et là, c'est sympa, ça permettait de revoir Kyle O'Reilly, alors qu'il n'est pas en train de tourner un film, pour la petite histoire.
Et lui, Kyle O'Reilly, il est diabétique. Et donc, quand on a le diabète, on est considéré personne à risque à cause du coronamania. Donc, du coup, comme Sami Zayn ou comme d'autres, ou comme Roman Reigns, il a fait, moi, je vais rester un peu tranquille chez moi et me faire pousser une grosse beubare en attendant. Donc voilà, c'était cool de le revoir dans cette petite vidéo, hein. Moi, je ne sais pas encore, hein, Adam Cole qui va venir lui ravir sa ceinture, puisque pas mal de gens pensaient que Dream pouvait être le candidat. Moi, je ne pense pas, et ça s'est avéré exact. Keith Lee, bien sûr, Keith Lee est tout à fait taillé pour ça, mais il a encore la ceinture nord-américaine, donc pas question d'aller chatouiller notre ceinture, ça serait que dévalorisant pour celle qu'il a. Donc du coup, on attend de voir, peut-être que ce sera ce nouvel arrivant, Karrion Kross, qui nous gratifie, non pas de sa présence, mais d'une vidéo qui était très bien faite, très bien filmée. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose qui nous est appris dans cette vidéo, mais elle continue à construire l'aura inquiétant de Karrion Kross et de Scarlett. Voilà, donc on nous dit que on vient de vous sauver de ces cœurs noirs corrompus. Blackheart, comme Ciampa, on vient vous réveiller de votre rêve avant que vous soyez endormi pour toujours, référence au Dream. Voilà, donc Tommaso Ciampa est le premier, mais pas le dernier. Tomber à genoux et prier, TikTok. Donc ouais, encore une fois, bon packaging. Niveau de la musique, niveau du montage, niveau de la présence du jeu d'acteur, c'était bien cool. Donc, hâte de revoir un peu plus de Karrion Kross. Karrion Kross, je ne lui ferai jamais, ce sera Killer Kross. Je dis Killer Kross, moi je m'en fous. Voilà, donc à qui il va s'attaquer? Il y aura certainement encore une fois un Ciampa qui va redemander des comptes. J'aimerais bien avoir un petit combat entre les deux pour le premier gros match sérieux, première grosse rivalité pour Karrion Kross, ça peut être cool. Deux autres qui ont droit aussi à un segment vidéo pas très long mais qui est pas mal foutu, c'est Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Dakota qui, des mois et des mois après son heel turn sur Dakota Kai, donne enfin une justification un peu intéressante. Elle nous montre que elle, quand elle était en convalescence, qu'elle s'entraînait pour revenir à sa blessure, on lui demandait d'interrompre son entraînement pour qu'on filme des trucs sur Tegan Nox. Bref, pendant des mois et des semaines, elle a été dans l'ombre de Tegan Nox, alors qu'elle a toujours été là pour elle. Donc voilà, c'est pas ça une amie. Une amie, c'est comme Raquel Gonzalez, qui est sur sa moto, qui est badass. Et donc Raquel, qui est vraiment là pour aider Dakota Kai, et pas seulement là pour briller et mettre Dakota dans l'ombre. Donc c'est un business dans lequel on se fait mal. C'est un business qui est dur, et ça tombe bien parce que les deux, elles sont prêtes à blesser, à faire mal à d'autres personnes. Donc voilà, une petite vidéo qui va pas réinventer la poudre, mais ok, ça donne une dimension un poil plus intéressante, un poil plus crédible aux deux qui en manquaient sérieusement, donc c'est pas dommage. Je trouve ça pas trop mal. Un bon petit bout de match nous attend ensuite, un bon petit bout de match de quasiment 10 minutes entre Finn Balor et Cameron Grimes. Souvenez-vous, Balor, lui, en train de chercher le serpent qui se cache dans les hautes herbes, c'est à dire la personne qui l'a agressé il y a plusieurs semaines dans les vestiaires. Cameron Grimes, qui a ouvert un peu trop sa bouche la semaine dernière, va en payer les pots cassés. Sauf que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, Cameron Grimes se défend comme un beau diable contre Finn Balor, ce qui est plutôt une bonne surprise, parce que ça aurait pu être effectivement un squash, ce qui aurait pas été intéressant pour Cameron Grimes qui a du talent dans les bottes, mais quand même Finn Balor a tout de même sur la fin du match l'avantage, jusqu'à ce que Damian Priest, I want to live forever, débarque avec son nightstick, donc avec sa matraque télescopique, et tabasse en fait, tout simplement, essaie de s'interrompre et distraire Finn Balor, et c'est bien sûr Grimes qui va en profiter, qui va faire son cave-in pour la victoire. Surprenant, Cameron Grimes gagne, et ça je trouve ça cool, parce que même si on peut se dire que Finn Balor avait tous les chances, et sur l'échelle, la chaîne alimentaire d'NXT, Finn Balor est bien supérieur à Cameron Grimes, c'est bien là il a été distrait. Damien Priest est arrivé, donc que Cameron Grimes gagne, ça va lui être pour lui très bénéficiaire, très profitable. La défaite pour Finn Balor va pas forcément nuire à sa mystique, à son aura, et ça va donner encore plus de rage à Balor, de vouloir se venger de Damien Priest, qui avoue bien sûr
avoir été celui qui a agressé Baylor il y a quelques semaines. Hein, il va le confirmer tout simplement après avoir agressé Baylor après le match, après avoir fait son finisher sur une chaise. Donc voilà, c'était bien ça. Il avait agressé Baylor afin de pouvoir se faire un nom, vu qu'il n'avait pas réussi à choper la ceinture à Keith Lee, qui était son premier plan hein, pour passer à la postérité. Et bien du coup, nouveau plan, attaquer le prince. Ma foi, comme je disais la dernière fois qu'on en parlait avec Tonton Chris, et que j'avais émis l'idée que ce soit peut-être Damien Priest qui soit l'agresseur. Moi, dans tous les cas, ce qui me ravit, c'est la perspective d'un gros match entre les deux, entre Baylor et Damien Priest. Moi, ça me plaît bien. Et enfin, on arrive presque au main event. On a un combat féminin entre Aliyah et Kaden Carter. Combat très court, 2 minutes 50. On va avoir Robert Stone qui sera dehors pour regarder Aliyah, pour voir si peut-être elle pourrait rentrer dans mon écurie. Aliyah essaie de faire le show, mais ça va déconcentrer. Et elle va perdre contre Kaden Carter, pire que ça, elle va même perdre par soumission, donc elle va implorer à la fin Robert Stone de la prendre dans son écurie. Robert Stone non, qui veut rien avoir à faire avec elle, il en a vu assez, donc voilà, moi, comme vous l'avez senti à ma voix, ce truc là ne m'intéresse absolument pas, donc on va passer au main event. Avant ça, on parlait tout à l'heure de In Your House, ce pay-per-view, peut-être qu'il se passera dans la maison des gens, des catcheurs, tout ça. Eh bien, si c'est le principe et le concept, pourvu que ça se passe, qu'il y ait un match qui se passe chez les Gargano, puisque on retourne chez eux ce soir lors d'un dîner, un dîner en amoureux où ce couple fabuleux, donc est très sympa, hein, a toujours la coquille de rouston de Gargano sous cloche sur leur table, meilleur goût. Et donc voilà, ils sont là, ils se lancent des fleurs, tout va bien, jusqu'à ce que les deux passent encore en mode dark, où là la caméra devient noir et blanc, avec un petit effet, et ils trash talk. Et bien Gargano, lui, va trash talker Keith Lee, en disant, attendez, Dominik Dijakovic, j'ai gagné contre lui easy, on nous a pompé là pendant des mois, entre lui et Keith Lee, leur rivalité, etc. Si c'est ça, Keith Lee, moi je le démonte, y a pas de problème. Et Candice LeRae, elle va parler de Mia Yim, qui n'a pas été capable de tenir la distance face à Charlotte. Donc Mia Yim, pourquoi c'est elle qui aurait un match contre Charlotte, c'est n'importe quoi. Candice, elle est bien plus balèze que Yim. Donc écoutez, encore une fois, si tout ça nous donne un match, un mixed tag team match, Keith Lee et Mia Yim contre le couple Gargano chez les Gargano pour Takeover in Your House, je dis banco, moi je suis client de ça. Encore une fois, hein, ça peut être une catastrophe assurée ce truc-là ou un coup de génie. Je préfère. Moi je suis joueur, je parie sur le coup de génie. Faites donc ça va être cool. Moi j'ai confiance. Donc le moment de notre main event, 12 minutes 30 de match pour les ex-champions par équipe, donc Timothy Thatcher et Matt Riddle. Grosse agressivité, très stiff entre les deux, on sent qu'il y a du ressentiment l'un pour l'autre, et on va avoir donc à la fin Timothy Thatcher qui aura placé donc une soumission sur Matt Riddle, mais Matt Riddle va bouger un petit peu son pied d'appui, etc., et va arriver les épaules au sol de Timothy Thatcher, qui perdra le match, qui sera furieux, qui du coup agressera Matt Riddle, lui remettra son armbar en plein milieu du ring, et NXT quitte l'antenne avec donc l'image du original Bro en train de souffrir des mains de son ex-compagnon d'équipe. C'est terrible. Donc voilà, donc on aura certainement encore un match entre les deux. La rivalité n'est pas finie, loin de là. On se fait que se chauffer, et c'était tout pour ce NXT. Donc qui a gagné cette semaine? La baston du mercredi. Difficile de dire, mais pour une courte tête, très courte tête, j'ai failli mettre une égalité, mais je me serais fait accuser d'avoir fait une réponse de Normand, puisque je suis Normand, et Normands sont connus pour pas prendre de décision quand c'est tendu comme ça. Écoutez, non, courte tête, je vais donner à All Elite Wrestling Dynamite, comme je disais, parce que je trouvais que la construction du Double Nothing là commençait à me hyper plutôt bien, et il y a
trouve des matchs un peu plus sérieux sur les durées, qui font que de semaine en semaine, quand même, ça reste un peu plus sympa niveau catch-esque. Encore une fois, l'ambiance aussi autour du ring, il fait bien entendu pour beaucoup. Donc voilà, hein, la semaine prochaine, grosse carte pour les deux shows. Qui gagnera la prochaine baston du mercredi? Pour le savoir, il n'y a qu'une manière, c'est s'abonner. S'abonner là sur YouTube, s'abonner à la chaîne Catch Up en activant la petite cloche pour avoir les notifications, mettre un like, un commentaire, tout ça pour nous dire ce que vous avez préféré comme show cette semaine, c'est cool. On est bien sûr présent sur les réseaux de podcasts audio, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, j'en passe et des meilleurs. Donc là, il y a la review de SmackDown qui vient de paraître bientôt dans la semaine, après-demain ou demain. Il y aura la review de Raw. On va certainement faire, si on arrive à mobiliser les équipes, puisque là forcément, déconfinement, on rechange tout, donc nos petites habitudes de confiné sont toutes perturbées. Mais on va quand même essayer de mettre en place quelque chose pour faire la review aussi de Double or Nothing quand ça aura lieu. C'est ce week-end, hein, Double or Nothing, puisque là j'enregistre ça, on est mardi. Donc voilà, on fera une petite review de tout ça. Moi je vous souhaite en tout cas d'ici là une semaine pleine de catch. Salut.